À l'intérieur du palais de Kocham, le président Ibrahim Traoré était assis dans son bureau tard dans la nuit. Il n'avait pas besoin de café. Ses yeux étaient grands ouverts, son esprit tranchant comme une lame. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Le silence était trop parfait. Les sourires lors de ces réunions étaient trop forcés. C'est alors qu'une petite enveloppe arriva. Pas de nom, pas de timbre, juste 4 mots écrits à la hâte. Soyez prudents. C'est à l'intérieur. Traoré l'ouvrit et trouva une feuille de papier avec une liste de noms, tous issus de l'armée. Certains étaient des personnes en qui il avait confiance. Certains faisaient même partie de son équipe rapprochée. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Le lendemain matin, il appela le capitaine Naba Zongo, le même jeune officier qui avait aidé à démasquer un espion quelques mois plus tôt. Zongo, dit-il, j'ai encore besoin de vous. En toute discrétion. Personne ne doit savoir, pas même les généraux. Zongo salua. Oui, monsieur le président. Traoré lui remit la liste. Ces noms, suivez-les. Ne posez pas de questions. Observez simplement. Nous nous engageons dans quelque chose de grand. Zongo acquiesça. Et si je trouve quelque chose, ne faites pas de rapport par téléphone. Venez directement à moi. Ce n'est pas seulement de la politique. C'est la guerre. Cette nuit-là, Zongo disparut dans l'ombre. Il changea de vêtements, utilisa un faux nom et se déplaça comme un fantôme. Il ne faisait confiance à personne, pas même à ses collègues officiers. Il commença à surveiller un nom de la liste. Le colonel Dabiré, commandant du 3e régiment d'infanterie. Dabiré était un homme respecté, brave, intelligent. Mais quelque chose n'allait pas. Zongo le suivit jusqu'à un complexe tranquille en périphérie de la ville. Pas de garde, pas de véhicules officiels, juste 4 hommes en tenue militaire se réunissant derrière des portes closes. Il prit des photos depuis le toit. Il enregistra des parties de leur conversation à travers une fente dans la fenêtre. Il n'en croyait pas ses oreilles. Le président agit trop vite. Il a coupé les accords étrangers. Maintenant, les financements sont bas. Si nous n'agissons pas bientôt, nous perdons tout. Une autre voix répondit, alors nous agissons avant la célébration de l'indépendance. Une seule frappe. Pas d'erreur. Nous l'éliminons. Le pays se stabilise. Le soutien étranger revient. Le cœur de Zongo se serra. Il planifiait un coup d'État. Le capitaine Naba Zongo n'hésita pas une seconde. Il retourna au palais avant l'aube, passant devant des gardes qui ignoraient la tempête qu'il portait dans son sac. Les photos, les enregistrements et les noms des hommes prêts à renverser le pays de l'intérieur. Le président Ibrahim Traoré était déjà réveillé, debout sur le balcon, regardant le ciel sombre devenir gris. Zongo salua, remit les dossiers et dit calmement, « C'est réel, monsieur. Ils prévoient de vous éliminer avant la célébration de l'indépendance. Ils ont déjà choisi un remplaçant. » Traoré ne broncha pas. Il ouvrit le dossier lentement, étudia chaque visage et écouta les voix enregistrées comme un chasseur étudiant sa proie. Puis il dit, « Nous ne paniquons pas. Nous nous préparons. » Il convoqua une réunion secrète, non pas au palais, mais dans un poste de commandement abandonné à l'extérieur de la ville. Seules 5 personnes furent invitées. Pas de téléphone, pas de communication. Même ses propres gardes ne savaient pas où il allait. À l'intérieur de cette vieille salle poussiéreuse, il étala les preuves sur une table en bois. « Ces hommes ne sont pas seulement des rebelles, dit-il. Ce sont des officiers entraînés. Certains ont combattu à mes côtés. Certains ont partagé des repas avec moi. Et maintenant, ils prévoient de poignarder le pays dans le dos. » Un général secoua la tête. « Nous pouvons les arrêter maintenant. » Non, répondit Traoré. Si nous agissons trop tôt, nous attrapons les soldats. Mais l'esprit derrière tout cela s'enfuira. Zongo se pencha en avant. Vous pensez qu'il y a quelqu'un de plus haut placé? Je sais qu'il y en a un, dit Traoré. Le colonel Dabiré n'est pas assez intelligent pour planifier cela seul. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Ils se turent tous. Les yeux de Traoré se rétrécirent. Nous les laissons avancer juste assez loin. Puis nous frappons. Pendant les 5 jours suivants, le président mena une double vie. En public, il faisait des discours, serrait des mains et souriait pour les caméras. Mais en coulisses, il déplaçait ses forces loyales, vérifiait les armes et verrouillait les lieux clés. L'aéroport, la station de radio nationale, les casernes. Zongo s'infiltra plus profondément. Il suivit les conspirateurs alors qu'il rencontrait des hommes à l'apparence étrangère tard dans la nuit. Il les vit échanger de l'argent, de grosses sommes.
Il entendit l'un d'eux dire, une fois le président parti, la France reviendra. Tout redeviendra normal. Zongo faillit intervenir cette nuit-là, mais il se souvint de l'ordre du président. Pas encore. Le 6e jour, Traoré reçut le message qu'il attendait. Les meneurs du coup d'État prévoyaient de passer à l'action le dimanche soir, juste avant la cérémonie de levée du drapeau. Ils frapperaient lors d'un faux exercice d'entraînement. L'un des généraux avait déjà déplacé des troupes loyales pour encercler le palais. Et celui qui était derrière tout cela. Son nom apparut dans le dernier rapport de Zongo. Quelqu'un à qui personne ne s'attendait. Quelqu'un juste à côté du président. Le nom dans le dernier rapport de Zongo frappa comme un coup de tonnerre. Le général Yacouba Séré. L'un des officiers les plus respectés du pays, un homme admiré par le public, un homme qui se tenait aux côtés du président Traoré lors des discours, des parades militaires et des événements nationaux. Traoré s'assit seul dans son bureau, tenant le dossier dans ses deux mains. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux ne clignaient pas. De toutes les personnes, serrés. Ils avaient partagé une tente au combat, mangé dans la même marmite dans la brousse, combattu côte à côte lors du soulèvement. Lorsque Traoré accéda au pouvoir, c'est Séré qui se tenait à ses côtés sur le balcon, levant le poing vers la foule. Maintenant, c'était lui qui essayait de tout détruire. La trahison brûlait profondément. Le capitaine Zongo se tenait silencieusement à proximité, attendant. Il pouvait voir le poids dans les yeux du président. Mais Traoré ne céda pas. Il ne parla pas avec émotion. Il se leva et dit, « Préparez l'opération Chevalier de la Tempête ». Ce soir-là, dans la salle de guerre souterraine, l'équipe de confiance se rassembla. Une carte complète de Ouagadougou était étalée sur la table. Des lumières marquaient les points clés. Le palais, la base militaire, la tour de radio, l'aéroport et la maison secrète où les meneurs du coup d'État se réuniraient. Traoré regarda chaque visage dans la pièce. Sa voix était calme mais tranchante. Nous les laissons croire qu'ils ont déjà gagné. Demain soir, ils agiront, mais nous serons prêts. Pas d'échappatoire, pas d'avertissement. Cela doit être propre et silencieux. Le Burkina Faso doit se réveiller en paix. Zongo pointa un petit carré près de la périphérie. Le général Séré sera ici avec le colonel Dabiré et les autres. Si nous le capturons, nous mettons fin au plan à sa tête. L'équipe acquiesça. Traoré ajouta un autre ordre. Capturez-le. Ne le tuez pas. Je veux que le peuple voie de ses propres yeux qui les a trahis. La nuit précédant le coup d'État, Traoré ne dormit qu'une heure. Il portait des vêtements simples et conduisit lui-même jusqu'au point de commandement. Personne ne le reconnut dans l'obscurité. Pas de sirène, pas de garde, juste lui et la vérité. À 23h47, le faux exercice d'entraînement commença. Les soldats loyaux acérés se dirigèrent vers le palais, mais ils furent accueillis par la confusion. Toutes les portes étaient déjà sous contrôle strict. Les gardes qui étaient censés faire partie du coup d'État avaient été discrètement remplacés la veille. À minuit 8, les meneurs du coup d'État arrivèrent à leur point de rendez-vous secret et tombèrent dans un piège. Zongo mena l'unité. À genoux, lâchez vos armes. Dabiré tenta de saisir son arme mais fut plaqué au sol. Séré leva lentement les mains, le visage pâle. Il n'avait plus de combat en lui. Vous, dit-il en regardant Zongo, vous étiez l'ombre. Non, répondit Zongo, j'étais le miroir. Vous vous êtes trahi vous-même. À l'aube, les rues de Ouagadougou étaient calmes. Le soleil se levait comme n'importe quel autre jour. Les magasins ouvraient. Les enfants allaient à l'école. Les radios diffusaient de la musique douce. Mais en coulisses, le pays avait échappé à un désastre. En une seule nuit, le président Ibrahim Traoré avait déjoué un coup d'État militaire à grande échelle. Non pas avec une force bruyante, mais avec une précision silencieuse. Les meneurs du coup d'État furent emmenés dans un lieu sécurisé loin de la ville. Pas de bruit public, pas d'alerte médiatique. Le peuple ne savait même pas ce qui s'était passé. Pas encore. Mais Traoré savait qu'il ne pourrait pas le cacher longtemps. À 7h30, il entra dans la salle de presse du palais de Koziam, vêtu de son uniforme militaire. Pas de costume, pas de cérémonie. Son visage était calme mais sérieux. Les caméras flashaient. Les journalistes se redressèrent. Il parla lentement. La nuit dernière, votre pays a failli vous être enlevé, commença-t-il. Un petit groupe d'hommes entraînés, armés et habillés comme des patriotes, a tenté de défaire tout ce que nous avons construit. La salle devint silencieuse. Il ne venait pas de l'extérieur, dit-il. Il venait de l'intérieur,
de nos propres rangs, de personnes qui nous souriaient le jour mais complotaient notre chute la nuit. Il fit une pause. Mais ils ont oublié une chose. Le Burkina Faso n'est pas à vendre. Ni aux anciennes puissances, ni à l'argent, ni à la peur. Quelques journalistes avaient les larmes aux yeux. Certains étaient figés par le choc. Ceux qui sont derrière ce complot ont été arrêtés. Ils feront face à la justice. Non pas parce que nous cherchons la vengeance, mais parce que nous devons protéger la vérité. Nous devons protéger le peuple. Dehors, la foule grandissait. Les gens avaient commencé à entendre. Les murmures se transformèrent en questions. Les questions en colère. Puis vinrent les acclamations. Traoré termina son discours par une phrase puissante. « Vous ne pouvez pas tuer un arbre qui a des racines dans le peuple. Je sers le peuple. Je me tiens avec le peuple et je tomberai avec le peuple. Mais je ne tomberai jamais pour l'ennemi. » Ce jour-là, sur les réseaux sociaux, les images du président debout et ferme devinrent virales. Personne ne s'attendait à un tel leadership calme. Personne ne s'attendait à ce que le président soit 10 pas en avance. Dans l'après-midi, il visita le quartier général de l'armée et parla aux soldats loyaux. « Vous avez tenu bon, leur dit-il. Vous n'avez pas rejoint l'obscurité. Et grâce à cela, la lumière brille encore. » Il remit à chacun d'eux une petite épingle, symbole de la révolution, une étoile noire sur fond rouge. Ces hommes ont tenté d'utiliser vos uniformes pour trahir votre pays, mais aujourd'hui votre uniforme représente le courage. Pendant ce temps, le peuple n'avait qu'une question sur les lèvres. Comment savait-il? La réponse était encore plus choquante. Alors que le pays célébrait et que les médias étrangers commençaient à rapporter ce qui s'était passé à Ouagadougou, seules quelques personnes connaissaient toute la vérité sur la manière dont le complot avait été déjoué à temps. Ce n'était pas seulement la liste dans l'enveloppe. Ce n'était pas seulement le travail brillant sur le terrain du capitaine Zongo. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un au plus profond des ombres. Un homme que personne n'avait vu, un homme en qui même les conspirateurs avaient confiance. Il était la pièce finale du puzzle. Le président Traoré s'assit dans une pièce privée avec Zongo, passant en revue les dossiers une dernière fois. Il y avait un nom que Zongo avait laissé de côté dans les rapports. Un nom qu'il avait donné directement au président dans un dossier scellé. Il était l'un d'eux, dit Zongo, mais il est venu me voir. Traoré haussa un sourcil. Tu veux dire qu'il a changé de camp? Zongo acquiesça. On lui avait promis une nouvelle vie en Europe. Il lui avait dit qu'il lui donnerait une maison, un salaire, tout si le coup d'État réussissait, mais il ne pouvait pas le faire. Il a dit, je crois en Traoré plus qu'en Paris. Traoré ne sourit pas. Il se pencha simplement en avant et ouvrit le dossier. Le sergent Karim Sawadogo, un simple soldat du 3e régiment d'infanterie. Pas de grade, pas de médaille, mais il avait été présent à chaque réunion, avait entendu chaque plan. Il avait pris des notes, enregistré des voix et les avait transmises secrètement à Zongo tout en risquant sa propre vie. Il aurait pu s'échapper, dit Zongo. Il aurait pu laisser faire, mais il a choisi de servir la vérité. Traoré acquiesça lentement. Amenez-le-moi. Ce soir-là, le jeune sergent entra nerveusement dans le bureau du président. Il transpirait, ses mains raides le long de son corps. Traoré s'approcha et posa une main sur son épaule. Vous n'aviez pas à faire ce que vous avez fait, dit-il calmement. Vous aviez toutes les raisons de rester silencieux. Mais vous vous êtes levé pour votre pays. La voix de Karim était douce. Vous avez dit un jour dans un discours, le combat pour l'Afrique n'est pas pour les bruyants. Il est pour les loyaux. Cela m'est resté en tête. Traoré le regarda dans les yeux. Vous avez fait plus pour ce pays dans le silence que d'autres avec des discours bruyants. Il lui remit un nouvel insigne de grade. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus un soldat caché. Vous êtes un protecteur du peuple. Karim salua, les larmes aux yeux. Mais tout le monde ne pleurait pas de joie. Les puissances étrangères qui avaient soutenu le coup d'État étaient embarrassées. Elles nièrent tout. Elles dirent, le Burkina Faso imagine des choses. Mais elles savaient que leur plan avait échoué. Et l'homme qui avait ruiné leur plan, un jeune soldat, un officier discret et un président qui refusait de plier. Mais le combat n'était pas terminé. Le peuple du Burkina Faso avait été sauvé cette fois. Mais combien d'autres plans se cachaient dans l'ombre? Le président Traoré prit une décision cette nuit-là. Plus de surprises. Plus d'ombre. Il allait nettoyer le système de fond en comble. Et il allait commencer par ceux qui portaient des uniformes et cachaient des couteaux dans leur dos. Les jours qui suivirent ne furent pas calmes. Le coup d'État raté avait laissé une fissure dans le système.
Et le président Ibrahim Traoré n'allait pas laisser cette fissure se transformer en blessure. Il n'attendit pas que la poussière retombe. Un par un, il convoqua chaque officier supérieur, chaque commandant régional, chaque haut fonctionnaire du système de sécurité. Plus de cachettes, plus de prétentions. Chacun fut posé une simple question. Où étiez-vous la nuit où le pays a failli mourir? Certains répondirent avec fierté, d'autres avec honte, quelques-uns restèrent silencieux. Mais Ibrahim ne cherchait pas la vengeance. Il cherchait la vérité. Il forma un nouveau comité dirigé par le capitaine Zongo et une équipe de civils de confiance, enseignants, avocats, officiers à la retraite, même des leaders de marché, des personnes sans loyauté envers les titres, seulement envers la justice. Ils reçurent le pouvoir complet d'enquêter sur la corruption et la loyauté dans chaque département des forces armées. Les rues de Ouagadougou regardaient avec étonnement. Des officiers qui marchaient autrefois avec fierté étaient vus en train d'être interrogés, leurs actifs gelés, leurs maisons fouillées. De nouveaux officiers, plus jeunes et loyaux envers le peuple, furent promus. Pour une fois, le mérite remplaça la faveur. Mais le mouvement le plus audacieux eut lieu 10 jours plus tard. Traoré entra dans le Conseil national de défense, une salle remplie d'hommes puissants qui avaient dirigé depuis des bureaux pendant des années. Certains semblaient nerveux, d'autres en colère. Il se tint au centre, la voix forte. « J'ai failli être tué parce que certains d'entre vous valorisent le pouvoir plus que le peuple. Cela se termine aujourd'hui. » Il sortit un document de sa veste et le posa sur la table. « Ceci est un plan de réforme complet. Les salaires militaires seront publics. Les promotions devront passer par une revue citoyenne. Et aucun lien étranger ne sera autorisé sans l'approbation du cœur de cette nation, son peuple. » Quelques généraux se levèrent. L'un essaya de s'opposer. Traoré le coupa. « Si vous avez un problème, la porte est ouverte. Vous pouvez sortir et trouver un emploi en France. Mais au Burkina Faso, nous en avons fini d'être des serviteurs. » Un par un, les vieux loups partirent et les nouveaux lions entrèrent. Pendant ce temps, le peuple observait attentivement. Chaque jour, la radio leur disait qu'un autre officier corrompu avait été démis de ses fonctions. Chaque semaine, ils voyaient de nouveaux jeunes leaders de leur propre village prendre des positions de pouvoir. Pour une fois, ils voyaient un gouvernement qui ne parlait pas seulement de justice, mais qui agissait en conséquence. Mais Traoré n'avait pas encore terminé. Lors d'une visite surprise, il se rendit dans un camp d'entraînement militaire et rassembla les jeunes cadets. Pas de médias, pas de caméras, juste lui et la prochaine génération. Il leur dit, « Votre arme n'est pas votre fusil. C'est votre loyauté. L'avenir de l'Afrique dépend d'hommes et de femmes qui ne plient pas lorsqu'on leur offre de l'argent. Restez pauvres avec honneur et vous mourrez riches en respect. » Les cadets se levèrent et crièrent à l'unisson, « Pour le peuple, pour le Burkina Faso. » Cette nuit-là, Ibrahim Traoré retourna au palais. Il se tint seul, regardant les lumières de la ville calme. Il avait déjoué un coup d'État, exposé des traîtres, reconstruit l'armée et rappelé au monde que le leadership n'est pas une question de peur. C'est une question de courage. Il ne cherchait pas les applaudissements. Il ne courait pas après le pouvoir. Il faisait simplement ce qui était juste. Et le peuple, il n'était pas seulement fier. Il était éveillé. Parce qu'il savait maintenant que si quelqu'un essayait de vendre à nouveau le pays, il devrait affronter le lion.